Notre invité aujourd'hui est connu dans la région dans les 3 dernières années pour son poste de directeur général des voyageurs de Jonquière. Nous le recevons aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus que juste ce poste qu'il a présentement. Il a coaché avec l'Académie de baseball Canada, il a coaché avec le sport-études des voyageurs de Saguenay, il a coaché avec plusieurs autres équipes. Et on va en apprendre encore aujourd'hui. On accueille Danny Coulombe. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien, très content, comme je te disais un peu avant qu'on débute, d'en apprendre plus sur ta carrière et ce que tu as fait, parce que comme on en jasait, j'ai découvert que tu as joué aux États-Unis, donc on va aller un petit peu plus loin tantôt, mais juste pour savoir, le baseball a commencé à quel endroit dans ta carrière? Écoute, moi, ça a commencé quand j'avais 6 ans, un petit gars de Saint-Léonard dans la région de Montréal. Fait que j'ai commencé ça très jeune, puis après ça, j'ai gradué tranquillement les échelons ici et là, tu sais, avec des parcours que ce soit dans le A, dans le 2B, dans le 2A, ainsi de suite. Mais j'ai déménagé une couple de fois, fait que tu sais, j'ai joué dans la région de Montréal pendant un certain temps, par la suite dans la région de l'Île-Perrot pendant un certain temps, puis après ça, je suis revenu dans la région de Montréal pour continuer mon cheminement, là. Et quand je suis arrivé ici en 2016, en 2019, excuse-moi, parce que nous, on s'est connus en 2016 dans un voyage entre le sport-études de Sherbrooke et de Jonquière, et la première personne, dans le fond, à qui j'ai écrit pour pouvoir avoir un emploi, c'était à toi pour un emploi avec le sport-études en 2019. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. Ouais. Et ce que je me demandais, en fait, parce que là, tu as un parcours assez complet. Là, tu me dis que tu as joué dans certains niveaux élites, tu as joué aux États-Unis. Comment ça s'est produit? Comment ça s'est arrivé? Bon, ben, je vais commencer un petit peu de. Tu sais, j'ai fait, oui, le Bantam 2A à Montréal. J'ai fait le Midget 3 à Montréal aussi également. J'ai fait les meilleurs 17 ans au Québec. Dans le temps, ça s'appelait les Ailes du Québec. Ils ne sont plus Ouais. maintenant. Maintenant, c'est rendu l'ABC, mais avant, c'était les Ailes. Par la suite, à 18 ans, je suis retourné dans le Midget 3A. Par la suite, après ça, j'ai fait mon parcours. Je suis rentré dans le junior élite avec les Orioles de Montréal en 2007, je me souviens. 2008, je suis rentré en série. On l'a gagné cette année-là. Par la suite, 2009, même chose. Tu sais, j'ai continué à graduer ce côté-là. Puis à un moment donné, j'ai eu un appel dans le fait d'un de mes collègues dans mon équipe, Hugo Lalonde. Puis NEO, il cherchait un lanceur. Fait que moi, présentement, j'étais rendu plus sur le chemin de je m'en vais dans le marché du travail, je laisse ça un petit peu aller pour aider justement ma famille et tout. Puis écoute, j'ai dit, bon, on va l'essayer une année, puis on verra qu'est-ce qui va arriver, puis tu sais, ainsi de suite. C'est comme tout jeune, on l'espère quand même à MLB de ce côté-là. Fait que moi, je suis parti là. J'ai laissé un petit peu tout ce qui était mon emploi à tout. Je suis parti aux États-Unis, je suis allé vivre le rêve de, on peut dire ça comme ça. Écoute, première année à NEO, super bien été. Je pense que vite comme ça, je crois peut-être 9 victoires, 2 défaites. J'avais été super bon, tu sais, à un certain temps, là, je lançais, puis j'avais une très bonne balle rapide aussi. Tu sais, j'avais quand même réussi à monter quasiment jusqu'à 87-89, pareil, lanceur gaucher. Fait que ben, finalement, j'ai fait mes 2 ans là. Par la suite, j'ai quitté Oklahoma. Puis j'ai reçu un offre pour aller jouer à l'University Central Missouri. Fait que j'étais parti là, j'avais signé aussi, même chose, un type de full ride. J'avais juste l'appartement à payer. Fait que je me suis rendu là-bas. Première année, là, j'avais eu quelques blessures ici, là. C'est l'année que je me suis justement déchiré l'épaule, puis j'avais une partielle déchirure aussi au coude également. À force de trop lancer? Ouais, exactement. Tu sais, moi, je pense l'année d'avant ça ou l'année qu'on y était en cours, j'avais lancé tout près de 220 manches dans l'année, là. Ok, c'est Puis beaucoup j'avais quand pas même. pris, ouais, j'avais pas pris beaucoup de breaks durant l'année, tout ça. Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'étais pas 6 pieds 2, 195 livres. Tu sais, j'étais plus 6 pieds 2, 165 livres. Fait que, disons que ma charpente m'a pas permis de vraiment soutenir mon effort physique au niveau du baseball. Fait que j'ai eu quand même quelques blessures, tu sais, que ce soit au niveau des genoux, que ce soit au niveau des épaules, que ce soit au niveau du coude, du dos également. Fait que, tu sais, ça a été quand même un long chemin. Fait que, finalement, c'est ça qui est arrivé à ma dernière. J'ai joué mon année NCAA Division 2. On l'a très Ok, bien quand fait. même. Ouais, on l'a quand même très bien fait. Je pense qu'on a une très bonne fiche, là, tu sais, quelque chose comme un 47 victoires, 10 défaites avec UCM. Puis par la suite, j'ai décidé, en fait, le coach est venu nous voir et dit, écoute, on a deux choix.
soit que tu arrives, tu te fais opérer, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ça reste une chirurgie, c'est une chirurgie, là. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ou tu signes une lettre comme quoi que tu ne jouais plus au baseball NCAA, mais que tes études étaient payées pareil, puis tu veux continuer à faire ton bac ici, tu es la bienvenue ici, pas de problème. Fait que décision pas très évidente à ce moment-là, on se le cachera pas. Tu sais, comme tu Est-ce, arrives, puis t'es quand est-ce- même dans ton. Vas-y. Oui. excuse-moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu as pris ça, cette décision-là par toi-même? Est-ce que tu as eu des gens qui sont venus un peu comme t'aider à faire les choix des pour, les contre de la décision de prendre une opération? Parce que c'est quand même un risque de soit faire l'opération ou de tout arrêter. Ben exactement. Fait que moi, je suis arrivé, personnellement, je me suis toujours dit que c'était un petit peu ma décision. J'étais rendu au point que quand même lancer me faisait très mal. OK? Puis tu sais, rendu à un point que oui, tu lances, tu sais, tu performes, c'est le fun, mais que tu es 4, 5, 6 jours sans pouvoir lancer une balle, tu sais, c'est un petit peu dur aussi. Fait que j'ai pris la décision finalement. J'ai dit, bon, je signe la lettre, je m'en vais, puis je reste dans le fond à UCM. Je fais mon bac, ma maîtrise pareil. Puis finalement, quand je suis revenu au Québec par la suite, c'est là que je me suis fait opérer, là. Mm. OK. Puis, est-ce que tu as un peu l'anecdote de comment la blessure s'est produite? C'est-tu à force de lancer les 216 matchs ou c'est un moment particulier dans ces matchs-là que tu as eu la blessure? Ben, moi, de mon côté, je pense que ça s'est produit. C'est sûr que le repos a été un petit peu, comment dire ça, laissé de côté, on ne se le cachera pas. Fait que je pense que ça s'est passé vraiment. J'avais lancé un 7 manches. Puis le lendemain ou le surlendemain, on avait eu un gros workout day. Tu sais, on s'avait entraîné vraiment très fort. Puis au bench, j'ai senti un petit quelque chose. Puis tu sais, sur le moment, l'adrénaline et tout, tu sais, on sent rien. À un moment donné, plus ça avançait, les jours avançaient, je sentais toujours un petit quelque chose. Fait que j'ai quand même été voir une couple de spécialistes. Puis au début, tu sais, ils disaient, ah non, pas de problème, il n'y a rien. Continue à lancer dessus au lieu de prendre du repos encore. Mais finalement, je l'ai aggravé. Fait que ça a fini un peu comme ça, là. Mm. Et tu as parlé que tu as fait ton bac et ta maîtrise. Oui. Si je ne me trompe pas, tu es kiné de métier. Donc, techniquement, est-ce que tu l'as fait dans ce domaine-là ou tu l'as fait par après ça? Ouais, dans le fond, moi, j'ai fait un bac en sciences de la santé, option physiothérapie. Puis après encore, j'avais le choix entre rentrer à l'école des physio ou rester à UCM, encore une fois, puis qui m'offrait un poste de travailler à l'école et de payer ma maîtrise au niveau de la kinésiologie. Fait que j'ai choisi ce poste-là. Mm. Ah, quand même, c'est un offre qui est le fun de leur part, même si tu joues plus dû à ta blessure. Donc, comme tu le disais, tu as joué aux États-Unis, tu as vécu sûrement certaines anecdotes. Puis, un peu en jasant avant de continuer le podcast, tu m'as nommé certaines choses et tu as vraiment titillé ma connaissance et ma curiosité. Parce que tu m'as parlé d'un joueur que moi j'ai suivi quand j'étais jeune par sa présence au bâton tout le temps spécial et son stand assez bizarre, ben pas bizarre, mais tu sais, qui était unique en son genre, soit Hunter Pence. Là, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé avec Hunter Pence? Parce que dans les derniers jours, tu m'as seulement nommé le nom, tu m'as expliqué un peu qu'il y avait eu une anecdote. J'étais un petit peu curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Hunter Pence. Écoute, on va partir ça un petit peu du début. Quand j'ai joué NCAA à UCM, dans le fond, la personne que les Astros, Jim Crane, Mhm. est un alumni de notre université. Fait que nous autres, à chaque début de saison, les 4 premières games se jouent au Minute Maid à Houston. Fait qu'on a l'hôtel qui est directement en face du parc, on arrive là, tu sais, tout est pas mal fourni au complet, tu sais, comme si on se sentirait vraiment dans les pros, puis on fait le tour des clubhouses, on fait le tour de ça. Fait que pour revenir à Hunter Pence, moi, première journée, je descends, je prends je prends voyons, L'ascenseur? l'ascenseur, excusez, je m'allais dire elevator, là. Je prends l'ascenseur, je me rends compte, je me retourne, je vois le gars, je le regarde un peu, je me retourne, me semble, je sais c'est qui ça. Je le regarde. Là, il me pose la question, Are you going to play ball? J'ai dit, Yes. Fait que là, après ça, je me rends compte que c'est lui. Tu sais, c'est des moments comme ça. Après ça, on s'en va dans le clubhouse, on descend avec, on s'en va jusque dans le clubhouse. Après ça, il y a des gars qui sont là, qui sont en train de recevoir des traitements, des choses comme ça. Fait que tu sais, tu réussis à voir qu'est-ce qu'il a vraiment statut pro. Tu sais, t'oses pas trop poser des questions parce que tu te dis, bon, ils sont peut-être dans leur moment de, OK,
ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis tu veux pas trop les déranger, tu veux pas trop prendre de photos de ce côté-là malgré ça. Mais ça a été quand même un événement qui a été spécial, là, tu joues 4 games au Minute Maid, ben, c'est quelque chose qui est quand même incroyable, là, tu sais. Moi, je me souviens que je suis venu closer, je pense, la deuxième ou la troisième game, justement, de ce strip-là. Puis je partais dans le temps, je pense qu'il l'a ôté récemment, là, mais il y avait la petite bosse dans le champ centre, là, à 425 pieds. Tu partais de là parce que les monticules, ils étaient dans le fond là-bas. Tu pars de là, tu dis toujours dans ta tête, bon, faut que je me rende au monticule. C'est quand même à 300-355 pieds de où qu'on est. Bon, je sprint dessus. Si je sprint, c'est sûr que j'arrive là, je suis complètement fatigué. Fait que là, ça va être gênant. Je jogue dessus, mais je peux pas jogger trop parce que là, ils vont dire, tabarnouche, y arrive-tu? Là? Tu sais, c'est long, c'est long. Fait que là, dans ce temps-là, tu te mets une petite cadence qui est quand même un bon pace, mais là, tu te rends compte, là, moi, j'arrive au monticule. Coach vient de voir, il dit, OK, you got the last inning. Fait que là, je dis, c'est bon. Là, après ça, il me demande, es-tu correct? J'ai dit, hey, donne-moi quelques instants. Là. J'ai dit, c'est loin là-bas, là. Ça paraît pas, là, mais tu sais, c'est une bonne course. Fait que là, j'arrive, tu sais, tu cherches ton air un peu, là, tu arrives, tu as le stress quand même. Tu sais, tu lances, il y avait dans ce temps-là, tu sais, il devait y avoir peut-être 1 000 personnes, vu que c'était fermé. C'était vraiment les équipes qui étaient seulement pour ce tournoi-là, en bon franc. Fait que là, on arrive là, le petit stress, la petite jambe en arrière qui shake un peu. Là, boum, quand tu lances ta première prise, OK, le stress, tu sens qu'il descend d'un niveau. Fait que là, après ça, tu relaxes un peu, mais c'est quand même été un événement qui est marquant puis qu'on va se souvenir toujours. Et tu m'as mentionné avoir. En fait, là, j'ai encore une fois deux, trois questions. Oui. Premièrement, comment ça a été tes performances sur le monticule pendant ce tournoi-là? Parce que tu m'as dit que tu disais que tu as joué t'as lancé la dernière manche. Oui. Tu t'en étais-tu quand même bien sorti dans cette dernière manche-là? Ouais, moi, dans le fond, j'avais juste je revenais d'une blessure, justement, je t'avais parlé un peu. Tu sais, j'ai eu une déchirure à l'épaule puis une partielle déchirure au coude, mais je lançais pareil dans ces moments-là. Là. Tu sais, c'était comme ma dernière année vraiment de carrière, on peut dire ça de même. Fait que j'étais comme dans mon retour progressif. Fait que j'étais allé closer, j'ai rien donné, j'ai super bien fait ça. Puis après ça, dans le tournoi, j'ai pas eu la chance justement de relancer. Là. Tu as mentionné les Jeux du Canada. Je sais qu'il y a un petit peu, comme on peut appeler ça une entrevue de recherche quand on a discuté un petit peu avant. Tu as mentionné que les Jeux du Canada, que tu as mentionné en 2009, étaient assez importants pour toi. Pour quelle raison ça a été important? Écoute, moi, je pense que ça a été un objectif. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire le youth, là, le 18 ans et moins. Malheureusement, j'ai pas réussi. Tu sais, j'ai eu une grave blessure au dos à ce moment-là. Là. Fait que je me disais que c'était après ça un de mes objectifs premiers de réussir à faire l'équipe de un. Parce qu'à ce moment-là, c'était, si je me souviens bien, c'était les 19 ans et moins. Fait qu'il y avait quand même de très, très bons joueurs. Puis, tu sais, ça partait de 15 ans à 19 ans. Fait que dans ce temps-là, tu sais, on avait des joueurs qui ont été repêchés. Tu sais, on en a beaucoup même dans cette édition-là qui avaient été repêchés. Là. Tu sais, je peux en penser à 5, 6, 7. Là. Euh, Fait que juste le fait d'aller faire ça, puis de vivre le moment comme ça serait un mini Jeux olympiques. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font les Jeux du Québec, mais après ça, tu as les Jeux du Canada, puis après ça, tu as les Olympiques. Fait que les Jeux du Canada, c'était vraiment l'entre-deux entre les choses. Tu arrivais là-bas, puis tu étais traité comme un roi d'un. Tu avais tes lunchs tout faits, tu avais toutes tes affaires. Après ça, tu arrivais au terrain, tu allais là. Après ça, tu allais voir, mettons, les matchs de. Ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être tennis, volleyball, kayak, n'importe quoi. Mais tu sais, tu sentais que tout le monde était ensemble, puis des fois, on prenait l'autobus pour aller voir d'autres sports, puis les autres sports venaient aussi nous voir. Puis, tu sais, ça a été un événement qui a été incroyable. Tu sais, on l'a gagné, les Jeux du Canada. On l'a gagné 5-0 en finale. Puis, écoute, Te souviens-tu contre qui l'émotion, tu l'avais gagné? l'Alberta. L'Alberta. Ah, Ouais. OK, quand même. Contre l'Alberta, une belle victoire de 5-0. C'est toujours le Ouais. fun, ça. Ouais. Puis, tu sais, je me souviens encore tu sais, du moment. Tu sais, même moi, c'est quelque chose que je vais me souvenir toujours, mais je suis arrivé juste une fois à nous autres, nos lanceurs, dans ce temps-là. Tu sais, on avait beaucoup de gros noms de lanceurs, puis écoute, ils lançaient quasiment toutes des 7 manches. Tu sais, on arrivait, lançait, on met le premier lanceur, lance un 7 manches. Après ça, on met le deuxième, lance un 7 manches. On met le troisième, lance un 7 manches. Puis ça arrivait toujours de même. Fait que moi, à bout de ligne, j'ai été utilisé, je me souviens bien, en demi-finale.
je me souviens pas la game, c'était combien, mais tu sais, je suis arrivé, puis j'ai lancé, puis l'équipe avait essayé de faire un squeeze. On l'avait calé exactement un bon pitch out au bon moment. On l'avait pogné le gars à la plate, puis on l'avait gagné, je me souviens bien, comme 2-0 pour accéder ensuite à la finale. Mais tu sais, ça, c'était un des plus grands moments de ma carrière. Je pense un des plus gros tournois. Tu sais, j'ai fait une coupe de championnat canadien aussi, puis j'ai gagné dans la BGEQ. Mais ça, là, tu sais, juste en parlant, puis on s'est revu avec certains boys des fois au terrain, puis on en parle, puis on a des frissons encore, là, parce que tu sais, c'était quelque chose qui était incroyable, là. Puis tu as mentionné aussi avoir joué avec quand même certains grands noms, dont un qui a été repêché à 3 reprises en 2010, 2011 et en 2013 pour un premier choix, troisième ronde ou première ronde, soit Jonathan Gray, qui joue présentement avec les Rangers du Texas. Il a joué avec les Rockies du Colorado pendant plusieurs années, jusqu'en 2021. Il a été Mhm. transigé, puis maintenant il joue avec les Rangers du Texas, avec plusieurs autres grands noms. À quel moment tu as joué avec ce joueur-là? Puis, est-ce que tu as joué avec lui ou contre lui? On a joué contre lui ma première année, je me souviens bien, ma première année au collège américain à NIO. Écoute, tout le monde, je me souviens encore, c'était Eastern College. On jouait, il y avait des scouts, tu sais, il y avait un 7-8 scouts facile à la game, tu sais, un après-midi ou quelque chose comme ça, tu sais, à 1 heure. Fait que là, on arrive, pogne un lanceur. Il y a certains gars qui nous disent, hey, c'est un des top prospects des États-Unis. Bon, OK, parfait. Tu sais, on s'en va là. Tu sais, nous autres, on a quand même une très bonne fiche dans ces moments-là. On s'est dit, bon, on est prêt à prendre le challenge. Puis après ça, oh, shortstop arrive, il dit, ah, lui, il est dans le top 50 aux États-Unis. OK, c'est bon. Là, on pogne justement le gars que tu viens de dire, Jonathan Gray. 6'3", 255, je me souviens, j'ai encore checké. J'étais en arrière, j'étais avec le gun parce que j'étais sur le gun. Premier pitch, 93. Là, on parle d'un joueur qui a 18 ans, là. Et je fais comme, tabarnouche, OK, wow. Tu sais, c'est impressionnant pareil. Tu sais, on n'est pas habitué nécessairement au Québec de voir des gars qui lancent 95, 96 à 18 ans. Puis là, plus la game montait, tu sais, plus 93 à 96, là, OK, tu sais, quand même, c'est un phénomène, ce gars-là. C'est sûr qu'il va se faire sortir dans les premières rondes. Tu sais, on était à la crainte d'assister à quelque chose. Puis finalement, on a réussi à le battre. Fait qu'on était vraiment contents, là. Tu sais, c'était sûr que tu sais, quand tu réussis à battre ce type de joueur-là, par la suite, tu t'en souviens souvent. Puis justement, ce joueur-là, euh, je pense après sa première année, il est signé, il est allé jouer à OU en Oklahoma, une grosse université. Même principe, continuer à grandir, à changer, je pense, sa masse musculaire. Tu sais, je pense qu'il était rendu 6'3 encore ou 6'4. Il avait descendu, je pense qu'il était rendu à un 240, mais lançait 97, 100 000 à l'heure à ce moment-là. Fait que là, tu fais comme, tu sais, tu continues à suivre ces gars-là pareil, là, tu sais, tu te dis, bon, j'ai joué contre lui, mais tu sais, tu réussis, tu continues à checker les games qui jouent à OU, juste voir où qui est rendu, puis tu sais, ainsi de suite. Puis là, après ça, je pense que 2 ans après, je ne me trompe pas, son junior, je pense qu'il est sorti le first overall. Je me souviens pas, je pense que c'était pour les Rockies à ce moment-là, là. Ouais. C'est son premier overall, fait que là, tu fais comme, wow, tu sais, c'est quand même quelque chose, là, parce que, tu sais, c'est le fun, tu peux jouer avec des gars comme ça. Tu sais, des fois, c'est des coéquipiers aussi qu'on l'a côtoyé, qui sont rendus à des cheminements qui sont hors du commun. Tu sais, moi, je pense tout de suite à mes coéquipiers ou même mon coloc. J'en ai deux qui sont justement des managers pour des DG, dans le fond, pour les Houston Astros. Fait que, OK. tu sais, c'est le fun, c'est tous des événements comme ça, qu'après ça, tu sais, je suis assis dans mon salon, puis je peux te raconter, puis c'est ça qui crée. C'est ça qui crée des belles mémoires aussi, là. Donc, toi, dans le fond, quand Toro faisait son cheminement avec les Astros, tu avais un insider, comme on peut dire, quelqu'un très très proche qui pouvait dire il était rendu où puis il s'en allait où. Ouais, dans le fond, Jason Bell, je pense qu'il était son coach quand il était dans le A ou le 2A, justement, là. Puis lui, c'était un des gars qui a joué avec moi à UCM à ce moment-là. Parce que, comme j'ai expliqué tantôt, UCM, ben, comme j'ai expliqué, tu sais, à UCM, on avait la chance d'avoir un gars, Jim Crane, qui a les Astros. Fait que, tu sais, de ce côté-là, lui, il essaie toujours de repêcher chez nous ou il essaie d'engager des personnes de notre paroisse, dans le fond, pour aller travailler avec eux autres par la suite, là. Puis toi, quand dans le fond, Toro était dans le giron des Astros, c'était quoi le mémo que ces coachs-là ou ces gens d'organisation qui étaient tes anciens colocs avaient pour lui?
Là, c'est sûr que c'est très dur pour moi de te répondre à ça parce que, tu sais, c'est pas des, comment dire ça, c'est pas des genres de réflexions des fois que je pouvais avoir avec eux autres, là. Mais c'est sûr que, tu sais, valoriser son éthique et tout, là, tu sais, pour avoir parlé à quelques-uns, que ce soit Jason ou que ce soit les autres, là. Mais, tu sais, c'est sûr que ça a été un joueur, je pense que, tu sais, nous, au Québec, on suit toujours, même présentement, tu sais, hier, je pense justement, il a frappé un coup de circuit, là. Oui, en effet, il a frappé un coup de circuit de 3 points, si je me... Ouais. non, ça, c'est Édouard Julien qui a frappé un circuit de 2 ou 3 points. Lui, c'était un circuit de 1 ou 2 points, je pense, à mon Ouais, c'est souvenir. ça. Je pense que c'est ça ce côté-là. Fait que, tu sais, ça reste qu'on suit toujours ces gars-là. Puis, tu sais, même le principe, quand que je vois certains joueurs du Québec ou autres qu'on connaît qui s'en vont justement soit dans le A ou dans le 2A, mettons de Houston ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, des fois, on va arriver puis on va essayer de demander quelques informations, comme tu viens de dire, là, qui vient juste de savoir, tu sais, comment qu'ils vont. Tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça. Parce que, tu sais, eux autres, des fois, on a un point de vue, nous autres, ici, mais tu sais, des fois, eux autres vont te sortir un point de vue aussi en voulant dire qu'il est toujours là, mettons, 1 heure, 2 heures en avant de tout le monde. Il frappe plus, il fait tout parce qu'il veut vraiment passer au next level. Puis c'est ça qui est le fun à voir, puis c'est ça qui est le fun à entendre aussi, là, parce que, tu sais, on s'entend que le talent peut aller à un certain parcours, on va dire ça comme ça, mais aussi que l'éthique, plus le talent va te rendre de plus en plus loin, ça, c'est sûr, là. Mais la phrase qu'on entend souvent, c'est le travail va battre le talent. Quelqu'un qui va Ouais. travailler pour s'améliorer va avancer plus vite que quelqu'un qui s'assoit sur son talent. Tu as Ouais. aussi mentionné avoir joué avec Philippe Aumont, avoir joué ou joué contre lui. À quel moment tu l'as soit affronté ou tu as joué avec lui? Écoute, moi, j'ai joué. Il est dans les mêmes âges que moi. Fait que, tu sais, j'ai joué le Bantam 2A, il était là. Je me souviens encore. Tu sais, on était tout petits à ce moment-là. Tu sais, on va dire un 5 et 8. Lui, il arrivait, il jouait au premier but dans ce temps-là. 6 et 4, 6 et 5 à 16 ou 17 ans. Fait que là, c'était impressionnant. Tu voyais un gros bonhomme comme ça, il arrive, il venait lancer Bantam. Je pense à ce moment-là, Bantam, il lançait déjà 86-87 000 à l'heure, là. Fait que c'était encore impressionnant. Puis après ça, j'ai été remplacé une couple de fois dans les ailes du Québec quand j'avais 16 ans. Fait qu'il était là également. Puis c'est là, je pense que c'est cette année-là, si je ne me trompe pas, qu'il s'est fait repêcher. Fait que, tu sais, dans ce moment-là, il devait lancer 93-95. Mais, tu sais, encore, c'est des. Je me souviens encore, on les affrontait, que ce soit Midget 3 ou que ce soit des gars qui affrontaient ces gars-là. Puis des fois, ils étaient juste contents de toucher à sa balle, là. Parce que, tu sais, je pense qu'il était quoi? Il était 6 et 6 quelque chose comme 230, lançait une balle à 95. Fait que des fois, les gars faisaient juste les fleurer, puis c'était comme s'ils venaient gagner les World Series, là. Fait que, tu sais, puis t'apprends de ces gars-là aussi. Tu sais, des fois, tu n'as pensé, tu sais, des fois, l'éthique, le ci, le ça, fait que plus que tu vois des gars comme ça, plus tu vois une variété de types de lanceurs, puis le mieux que toi, moi, c'est ça que je pense qui a fait ma force, c'est que j'ai réussi à m'adapter puis de poser des questions à ces gars-là. Tu sais, je me souviens qu'il y avait des fois certaines bonnes rapides, mais OK, comment tu la tiens? Comment tu fais ça? Tu places tes doigts comment, toi? OK, là, tu t'en vas voir un autre gars, mettons, qui a été drafté. Toi, comment tu tiens ta curveball? OK, moi, je la tiens comme ça. OK, là, tu fais comme un ramassis d'informations, puis tu essaies de te créer tes propres pitchs à toi. Puis c'est ça qui est un petit peu que je continue à enseigner aux jeunes. Tu sais, c'est comme oui, je peux te montrer des types de pitch, mais je t'en montre trois quatre, essaye-les, puis trouve-toi qu'est-ce qui est confortable pour toi, là. Puis c'est, tu sais, un jeune ou que ce soit un athlète en question, quand il est en confiance en ses moyens, mais il va toujours mieux performer aussi. Puis, tu sais, quand s'il sent que c'est lui qui il a appris le pitch ou c'est lui qui a joué avec ses doigts puis il a trouvé son pitch à lui, mais tu vas avoir un meilleur succès que dire ah, tiens, fais ça absolument de même, puis change pas ta motion, puis c'est ça, puis c'est tout. Tu sais, moi, j'ai toujours, je pense, eu un meilleur succès quand j'ai travaillé avec l'athlète en question, ou juste te dire, fais ça, c'est sûr que c'est comme ça, mais tu peux pas changer la façon que tu lances, là. Ben, l'importance de s'adapter, tu sais, avec un joueur qui peut avoir une réception d'une information différente qu'un autre joueur qui peut avoir une réception d'une autre chose de l'autre façon. Fait que je pense que tu as juste trouvé le bon mot de dire qu'il faut s'adapter à chaque personne parce que c'est pas une façon de faire pour un ensemble complet. Exact. Moi, j'ai goût de te ramener dans l'année 2010 avec le mot repêchage. Je sais pas si ça dit quelque chose. As-tu vécu une situation en 2010 reliée à un repêchage qui t'a fait peut-être donner des faux espoirs?
Ouais, en 2010, dans le fond, il y a eu ma première ou ma deuxième année justement à NIO. J'avais eu une excellente saison. Tu sais, on s'entend que à ce moment-là, je devais lancer 87-89 000 à l'heure, lanceur gaucher avec une variété de 4 à 5 pitches. Euh, reçois, tu sais, liste repêchage. J'avais réussi à parler, tu sais, à une ou deux équipes. Fait que, tu sais, rien de rien concret, tout ça. Fait que là, rencontre, je pense, je me souviens pas c'était en quelle ronde, je pense en 25e ronde. Il sort un Danny Coulomb. Là, je reçois des textos, je reçois des choses. Je dis, hey, t'as été drafté? Ben, c'est pas ce que je sache, là. Personne ne m'a appelé, il n'y a personne qui m'a rien dit. Il dit, ouais, ouais, check, va voir. Danny Coulomb, lanceur gaucher, je pense que c'était dans ce moment-là, je suis peut-être avec les Aces de Oakland ou quelque chose comme ça. Il est sorti en 25e ronde, ça dit ça, là, tu sais, exactement. Ah ouais. Là, je dis, il y a deux N. Déjà là, ça marche pas. Moi, j'ai un N, il y a deux N. Fait que là, je fais recherche, je regarde un peu, me rends compte que lanceur gaucher, même principe, même genre de semi-physique ressemblait un peu à ce moment-là. Mais date de naissance, tout ça ne correspond pas aussi à ça. Puis là, ça disait qu'il venait, mettons, du Texas. Fait que là, après ça, là, tu sais, c'est comme tu as expliqué, faux espoir un peu, mais là, tu sais, c'est comme t'as quand même eu le titillement de dire, hein, j'ai peut-être fait repêcher. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun un peu. Mais, tu sais, après ça, tu te rends compte, tu fais comme, ah, zut, tu sais, j'aurais aimé ça, mais ça a pas fait. Et qu'est-ce que tu as fait par après pour annoncer à ces gens-là que c'était pas toi qui as été drafté? Non, mais, tu sais, ça a été tout de suite voir, tu sais, tout de suite, quand j'ai répondu, ben, personne ne m'a appelé, il n'y a rien qui a été dit. Ben là, ah, OK, ça doit pas être toi de bord. Fait que là, Ah, après ça, OK. je m'en vais voir. Je vais faire, je vais dire, ben oui, check, tu sais, c'est la date de naissance, il n'y a rien qui correspond à moi, à part qu'il soit Danny Coulomb, lanceur gaucher, hein, mettons, là. Puis je pense d'ailleurs, ce gars-là lance encore dans les pros, là, je pense que c'est Daniel Coulomb, mais non Danny Coulomb, par exemple. Ah, Ouais. OK. C'est fort Ouais. probable. Ouais, on a parlé des Rangers du Texas tantôt. Puis, dans le fond, quand on a jasé un peu hors onde, avant qu'on soit dans le balado directement, j'ai fait un peu de recherche sur ce joueur-là, qui a joué avec les Vanderbilt. Il a été repêché en troisième ronde, si je me souviens bien, mais qu'en 2022, il a été repêché cette année, troisième overall. C'est Mhm. Kumar Rocker, qui joue avec les Rangers. C'est quand même un gars de 6 pieds 5, 245 livres. Tu sais, quand tu dis que je le regarde et je me sens petit, là, il a l'air d'être un monstre. Toi, tu l'as connu de quelle façon? Je me souviens bien, c'est quand on coachait à l'ABC, on avait un tournoi je pense que c'était en Floride ou dans ce coin-là. Puis, écoute, on était à train de jouer notre game. On se rend compte qu'il se passe quelque chose de l'autre bord, mais on n'est pas trop sûr c'est qui, c'est quoi. Il y a une cinquantaine de scouts. Là, on se rend compte, on pique un peu, on regarde. On voit un gars, comme tu as dit, physique imposant. Je pense à 17 ans, il devait être ça, là, 6 pieds 4, 6 pieds 5, 200 quelques livres. Vois ça, puis là, on arrive, là, certains gars, même durant la game, s'en vont voir, ils disent, hey, un gars qui lance l'autre bord, il lance des balles de feu, genre. Fait que là, on fait comme, hein, c'est qui ce gars-là? Fait que, tu sais, oui, tu coaches la game, mais tu sais, tu te demandes, c'est quoi qui se passe l'autre bord? Puis c'est par la suite qu'on l'a su ça, que c'était justement ce gars-là qui était, je pense, à ce moment-là, dans les top 5 meilleurs bras prospects de tous les États-Unis ou toute l'Amérique du Nord, là. Fait que ça a été quand même quelque chose. Puis, tu sais, tu t'en rends des fois jamais compte sur le moment. Puis c'est toujours par la suite que quand tu checkes les box scores, quand tu checkes les autres games des autres équipes durant le tournoi, que tu peux voir des noms des gars qui sont présentement justement dans les pros ou qui ont fait un bon bout de chemin, que ce soit au niveau NCA, que ce soit tout. Tu sais, je suis sûr que si on tu as la chance à un moment donné de parler à Christopher Pouliot ou des gars qui sont dans NCA Division 1, mais ils vont t'en nommer des gars là, que c'est des événements, puis ils ont peut-être des petites anecdotes, des petits rituels comme je mentionne un petit peu, mais tu sais, c'est ça qui rend la beauté de la chose, je pense, là. Puis tu sais, t'apprends à en connaître de plus en plus, puis justement, je pense que je le regardais l'année passée ou là 2 ans lancé pour Vanderbilt, puis je pense qu'il y avait eu comme 16 ou 18 strikeouts en une game dans le World Series, mais tu sais, c'est quand même impressionnant, là. Moi, ce que je me posais comme question, parce qu'il y a une transition, puis avec beaucoup de gens que j'ai eu dernièrement, c'est tout le temps une transition entre jouer et être coach. J'ai vu en faisant un petit peu de recherche que tu as joué pour les Cactus de Victoriaville et les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu dans la Ligue senior élite, si je ne me trompe pas. Est-ce que la transition s'est faite en revenant au Québec ou après ces années-là?
Quand j'étais avec, si je me trompe pas, quand j'étais avec les cactus, pas les cactus, excusez, les castors, euh, c'est quand je suis revenu justement d'NCA. Puis, tu sais, moi, je me suis dit en tant qu'athlète, puis encore, je me suis dit, ah, peut-être une dernière, on va voir qu'est-ce que ça va aller. Puis, tu sais, j'essayais de lancer, mais encore, c'était de plus en plus difficile de ce côté-là. Fait que, c'est le même principe avec les pirates, là, ça a été quasiment après mon opération, ça, j'ai essayé de lancer. Même principe, tu sais, je suis capable encore de lancer, je lance encore, tu sais, je l'ai lancé un petit peu ici dans le senior ici, 81-83 000 à l'heure, mais la douleur est quand même encore là. Tu sais, le temps de récupération entre les starts et tout est vraiment, c'est là que c'est difficile. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu plus de slacker, on va dire ça comme ça, là, de ma De carrière de ralentir. joueur. Ouais, c'est ça Ouais. exactement. Ouais. Et dans cette transition, est-ce que tu décides de ralentir, est-ce que tu t'es mis à coacher? À quel moment tu t'es mis à coacher? Est-ce que c'est après ça, quelques temps après? Et est-ce que c'est au niveau, souvent, il y en a qui vont commencer à être coach au niveau A, B, novice, et ainsi de suite, monter les échelons. Puis il y en a d'autres, quand ils ont un parcours comme le tien, peuvent souvent réussir à aller coacher midget 3 rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Mais exactement. Moi, dans le fond, tu sais, quand on est aux États-Unis, on revient toujours durant l'été. Fait que Robert Fatal m'avait appelé là, les années, je me souviens pas exactement, là, mais Ça devrait il m'a entourer le appelé. 2014-2015, Ouais, dans ça ces doit être eaux-là. dans ce coin-là. Tu sais, même, je te dirais que peut-être même avant, je dois avoir commencé en 2011-2012 avec le Midget 3 ici au Saguenay. OK. Puis, tu sais, il y avait Kevin Lafrance, il y avait Jérémy Hall, il y avait Frédéric Lucie qui était là dans ce temps-là. Fait que, tu sais, on l'a commencé comme ça. Puis, graduellement, tu sais, j'ai progressé. Après ça, j'ai fait un saut dans le junior élite. Après ça, j'étais allé faire un saut à l'ABC aussi. J'étais allé coacher ça pendant une année. Beaucoup de voyagement. C'est sûr que c'est, tu sais, c'est un job qui est quand même très dur, là. Tu sais, ça fait, tu voyages partout à travers l'Amérique du Nord. Fait que par la suite, après ça, j'ai décidé un petit peu plus de relaxer, là, de mettre mes pieds à terre ici au Saguenay, puis de un petit peu plus gérer le sport-études tout en travaillant dans mon domaine aussi également, là. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de va-et-vient entre le midget 3, le junior élite, un petit peu d'ABC. Tu sais, j'ai même fait un camp de perfectionnement avec la formation de genre Team Canada. Fait que j'ai eu la chance de faire ça aussi, là. Ça, dans le fond, c'est comme il y a un coach au Québec par année qui y va. Fait que moi, j'ai eu la OK. chance de le faire. C'était vraiment le fun. Ça, c'est quelque chose qui est très plaisant et qu'on apprend quand même beaucoup de choses, là. Fait que c'est un petit peu ça côté, côté coaching avant que j'accepte le poste de DG, là. Hmm. Puis justement, là, tu parlais que tu as fait beaucoup de sauts entre le midget 3 et le junior élite. On sait que c'est quand même beaucoup avant, c'était deux mondes relativement différents. On avait beaucoup de gens qui étaient très vieux comparativement au midget 3 qui étaient relativement jeunes. Comment a été ta transition vers coaching midget 3 qui est une façon plus développement et junior élite qui, avant, maintenant est un peu plus développement, mais avant était beaucoup plus j'aurais tendance à utiliser l'expression gamer. Il y avait plus de compétition que nécessairement penser plus au fait qu'il y a du développement et du côté des États-Unis par après. Mais tu sais, il y a comment dire ça, dans Midget 3, avant, il était un petit peu plus, tu sais, sans ôter rien à maintenant, il était un petit peu plus compétitif aussi. Fait qu'on avait quand même ce côté-là qui, on voulait vraiment gagner. Fait que je pense que la transition s'est quand même faite très vite, mais c'est justement ça. Tu sais, quand je suis revenu par la suite dans le Midget 3, c'est là qu'on s'est rendu compte que le Midget 3 est quand même changé. Puis comme tu viens de mentionner, que c'était beaucoup axé sur le développement, ce qui est amplement correct. Mais tu sais, c'est là que, bon, tu acceptes que de perdre des fois certaines games, puis de travailler de certaines façons, certains types d'individus, parce que, tu sais, on s'entend que le baseball, c'est un sport qui est progression quand même assez tardive. Fait que, tu sais, c'est d'accepter aussi, puis des fois, c'est dur de faire accepter aux jeunes du midget 3 que on fait ça. Oui, il faut gagner, mais il faut aussi les préparer pour le junior élite. C'est ça qui est arrivé avec certains joueurs. Tu sais, des fois, on pouvait arriver une manche, on dit tous les lanceurs, qui on commence avec une curveball. Ouais, mais là, je vais commencer une balle. Ben, il faut que tu le pratiques parce que dans le junior, c'est ça qui arrive aussi. Tu sais, il faut que tu sois capable de lancer n'importe quel pitch à n'importe quel moment. C'est ça qui vient, c'est ça qui vient te rendre, dans le fond, un meilleur lanceur junior élite. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de
implanter ça, puis c'est d'essayer de travailler ça avec les jeunes. Puis des fois, c'est ça qui était un petit peu plus difficile au début. Puis après ça, quand tu passes junior, c'est sûr que il faut que tu gagnes. Puis tu sais, peu importe qu'est-ce qui arrive, mais tu sais, c'est sûr qu'avec certains joueurs, c'est des joueurs de 18 ans, de 19 ans, tu sais, il y a une patience qui est un petit peu plus longue. C'est normal parce que les autres font quand même. Tu sais, as vu un petit peu le midget 3, Zach, puis le Ouais. junior. Il y a quand même une grosse transition entre les deux maintenant, là. Tu sais, des fois, on parle de lanceurs qui lancent 75 000 à l'heure, 78 dans le midget 3. Puis des fois, on prend un exemple comme Christopher Pouliot qui va en lancer 88-90. Fait que, tu sais, que ça soit autant que frappeur, que ça soit autant que lanceur, mais il y a une grosse transition à faire. Puis c'est d'essayer maintenant de juste les accommoder un peu, là. Puis d'essayer de Et, réduire un petit peu le gros décalage, on peut dire comme ça, là. et à ce moment-là, toi, quand tu es revenu des États-Unis puis tu as coaché Ninja 3, quel âge tu avais exactement? Ben là, tu sais, c'est comme j'ai dit, il y avait une transition. Pendant que j'étais aux États-Unis, je coachais pareil. Fait que je devais avoir autour de 21-22, là. Donc, c'est arrivé ici, Ninja 3, les jeunes ont 15-16 ans. Oui, Dans ces oui. eaux-là, il y en a des fois, dans les années que tu as coaché, sûrement qu'il y en avait qui étaient 18 ans, qui devaient frôler ces années-là. Oui, il y en avait un peu moins dans ce temps-là. On avait, je me souviens bien, on n'avait pas tant le droit. Je pense que peut-être à ma deuxième, troisième année, là, on avait le droit. Mais sinon, c'était tout 15, 16, 17. Puis même les 15 ans, il était quand même plutôt rare, là. Fait que, tu sais, c'était surtout 16, 17, puis tu sais, peut-être quelques 18 ou des 17, 18 ans late ou des choses comme ça, là. Fait que, ouais, on avait, tu sais, quand même un 4-5 ans de différence, là. Puis justement, ce 4-5 ans-là de différence, souvent, il y en a qui peuvent trouver ça difficile à gager. Puis là, l'exemple qui me vient en tête, c'est le fameux nouvel entraîneur adjoint qui va se joindre aux voyageurs cette année, Nicolas Doré, qui est quand Oui. même proche de leur âge, parce qu'il a quoi, 24-25 ans. Mhm. Qu'est-ce que toi, tu as remarqué quand tu as coaché, puis qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à Nick qui va coacher cette année avec les voyageurs à 24-25 ans, puis les gars vont avoir 18, 19, 20, 22? Tu sais, c'est sûr que, comment j'ai essayé ça? Moi, j'ai toujours été quelqu'un, je pense, de ultra professionnel, puis que peu importe les situations, je restais toujours professionnel. Puis je pense que ça a été, tu sais, fait que je peux avoir coaché peut-être, avoir de l'air de quelqu'un qui coach, qui a de l'air peut-être de 30-32 ans à ce moment-là, parce que je restais toujours avec des propos qui sont quand même, tu sais, j'étais, je vais dire, j'étais moins friendly un peu avec les jeunes, puis je restais vraiment avec une certaine distance que euh, certains peut-être pourraient trouver un petit peu plus froide, là, mais que pour moi, ça me permettait de vraiment dire voici mes limites, puis voici où que je veux que tu ailles. Puis tu sais, il y a des moments que c'est le temps de vraiment comme on va dire niaiser, là. Puis il y a du moment que c'est le temps, OK, c'est beau, on joue au baseball, puis on est là pour apprendre, puis ainsi de suite. Puis tu sais, je pense que quand on met nos limites, puis qu'on respecte nos limites, puis on les change pas, parce que c'est là le côté un peu plus touchy, parce que des fois, oui, on peut commencer un petit peu plus strict, puis se laisser aller. Après ça, c'est dur des fois de revenir à qu'est-ce qu'on était. Fait que, tu sais, meilleur conseil, c'est toujours de rester dans nos limites, puis de les respecter, puis que ça soit tout au long de ta carrière. Comme ça, les personnes savent vraiment à quoi s'attendre. Puis il y a pas de côté un petit peu plus ambigu, on peut dire ça de même, là. Tu sais, je pense à quand même, tu sais, les personnes que j'ai coachées pourraient peut-être te confirmer ça, que j'ai toujours été dans un côté, je pense, professionnel, quand même assez strict, que les jeunes, ils ont quand même apprécié, là, tant qu'à moi, là. Hmm. Je pense que si Nick écoute cet épisode-là, j'espère qu'il va prendre avec minutie là, les conseils que tu lui donnes pour réussir à avoir une saison le fun avec les voyageurs. Tu as parlé que tu as coaché avec l'ABC et que ça a été beaucoup de voyagements. Oui. Quel apprentissage tu as eu avec eux? Parce que c'était des choses que tu as déjà vécues en étant un joueur qui a joué aux États-Unis. Puis là, tu devenais coach avec des joueurs qui espéraient pouvoir jouer aux États-Unis dans un collège. Comment s'est passée cette période de temps-là qui, je crois, a été un an ou deux? Je pense que tu Oui, peux faire ben, m'éclaircir. ça a été un an. Puis, tu sais, on s'entend que l'ABC, c'est un petit peu ben, comme dans n'importe quoi, quand tu quittes le Québec ou tu t'en vas dans des voyages, ainsi de suite, c'est plus une école de vie, on va dire ça comme ça. Tu es obligé de faire ton lavage, tu es obligé de faire quasiment ton ménage, tu es obligé de gérer ton alimentation, tu es obligé de gérer aussi qu'est-ce que tu vas boire. Tu sais, il arrive que une journée, je me souviens, en Floride, il faisait 52 degrés ou 55 degrés sur le turf, là. Puis, je coachais justement avec Michael Bélanger à ce moment-là. Puis, écoute, les jeunes, ils s'emmenaient de l'eau, mais vraiment pas assez d'eau, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu apprends en tant qu'athlète de, OK, il me faut
il faut que je fasse attention à mes choses, puis tu sais, il faut vraiment que je sois bien calculé dans tout, tu sais, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'hydratation, tout ça permet que tu deviennes un meilleur athlète. Puis, tu sais, même côté, aux mêmes choses du coach, c'est que tu apprends à gérer toutes les situations pareilles. Tu sais, il faut que tu sois prêt à ce que l'athlète en avant de toi n'ait pas ces choses. Et des fois, c'est ça qui m'a permis, tu sais, t'es quand même loin, là. Tu sais, des fois, on va être à 29 heures de la maison. Tu peux pas aller chercher une paire de bas, une paire de ceinture, n'importe quoi. Fait que tu es obligé vraiment de tout prévoir d'avance. Puis je pense que c'est ça qui rend ça super intéressant, là. Tu apprends beaucoup de ce côté-là, que ce soit la planification. OK, tu t'en vas à un tournoi, finalement, au lieu d'avoir 45 minutes, tu en as 30. Tu t'en vas à un autre tournoi, rain delay, tu es obligé d'attendre 3 heures et quart au parc. Mais tu sais, c'est dur après ça de garder des athlètes motivés. Puis je pense que tout ça nous apprend aussi là-dedans. Puis tu sais, je crois que n'importe quel tournoi, n'importe quel événement, on peut grandir de ça. Puis c'est ça qui est le fun aussi, là. Tu as parlé que tu as coaché avec l'ABC et que ça a été beaucoup de voyagements. Oui. Quel apprentissage tu as eu avec eux? Parce que c'était des choses que tu as déjà vécues en étant un joueur qui a joué aux États-Unis. Puis là, tu devenais coach avec des joueurs qui espéraient pouvoir jouer aux États-Unis dans un collège. Comment s'est passée cette période de temps-là qui, je crois, a été un an ou deux? Je pense que tu Oui, peux faire ben, m'éclaircir. ça a été un an. Puis, tu sais, on s'entend que l'ABC, c'est un petit peu ben, comme dans n'importe quoi, quand tu quittes le Québec ou tu t'en vas dans des voyages, ainsi de suite, c'est plus une école de vie, on va dire ça comme ça. Tu es obligé de faire ton lavage, tu es obligé de faire quasiment ton ménage, tu es obligé de gérer ton alimentation, tu es obligé de gérer aussi qu'est-ce que tu vas boire. Tu sais, il arrive que une journée, je me souviens, en Floride, il faisait 52 degrés ou 55 degrés sur le turf, là. Puis je coachais justement avec Michael Bélanger à ce moment-là. Puis écoute, les jeunes, ils s'emmenaient de l'eau, mais vraiment pas assez d'eau, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu apprends en tant qu'athlète de, OK, il faut que je fasse attention à mes choses, puis, tu sais, il faut vraiment que je sois bien calculé dans tout, tu sais, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'hydratation, tout ça permet que tu deviennes un meilleur athlète. Puis, tu sais, même côté, aux mêmes choses du coach, c'est que tu apprends à gérer toutes les situations pareilles. Il faut que tu sois prêt à ce que l'athlète en avant de toi n'ait pas ces choses. Et des fois, c'est ça qui m'a permis, tu es quand même loin, là. Tu sais, des fois, on va être à 29 heures de la maison. Tu peux pas aller chercher une paire de bas, une paire de ceinture, n'importe quoi. Fait que tu es obligé vraiment de tout prévoir d'avance. Puis je pense que c'est ça qui rend ça super intéressant, là. Tu apprends beaucoup de ce côté-là, que ce soit la planification. OK, tu t'en vas à un tournoi, finalement, au lieu d'avoir 45 minutes, tu en as 30. Tu t'en vas à un autre tournoi, rain delay, tu es obligé d'attendre 3 heures et quart au parc. Mais tu sais, c'est dur après ça de garder des athlètes motivés. Puis je pense que tout ça nous apprend aussi là-dedans. Puis tu sais, je crois que n'importe quel tournoi, n'importe quel événement, on peut grandir de ça. Puis c'est ça qui est le fun aussi, là. Puis dans cette année-là, y a-tu des joueurs qui t'ont marqué puis que maintenant, soit ils frôlent les États-Unis? Tu sais, des fois, je me souviens pas exactement si. Il y a eu Martin Vincili qui a joué sûrement dans les années que tu as coaché. Archer Brookman, je sais pas s'il est venu à la BC ou s'il était là dans les années que tu étais là. Mais dans le Puis fond, là, donne-moi 30 secondes, Zach. aucun stress. Faut que tu coupes ça au pire. Aucun stress. Non, on va perdre le contrôle avec les chiens. T'inquiète, j'ai le contrôle du montage. Ça pourra Ouais, être non, c'est effacé au ça. besoin, sans stress. Tu peux reposer ta question si tu veux, comme ça tu pourras couper là. Dans le fond, ce que je posais comme question, c'est dans cette année-là, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont marqués, qui sont soit toujours dans les collèges américains, qui frôlent les États-Unis, de se rendre à un certain niveau? Tu sais, je peux penser maintenant à Charles Leblanc, que sûrement que tu as côtoyé un petit peu. Peut-être je ne sais pas si tu as côtoyé Ben Pelletier dans ces années-là. Tantôt, j'ai nommé Martin Vincili, qui est aux États-Unis encore, qui performe super bien. Je pense à Archer Brookman aussi, qui performe quand même bien aux États-Unis. C'est des joueurs comme ça que tu as eu la chance de côtoyer, et qui maintenant sont rendus assez loin. Écoute, cette année-là, je peux te dire, j'ai quand même été très, très, très chanceux, là. OK? La liste est quand même longue, là. Tu sais, tu as nommé les Martin Vincili. On parle des Zachary Gagnon présentement qui est à la même place que Vincili. On parle des Édouard Savoie aussi qui est allé signer à nos places, des Félix Chénier-Rondeau, Édouard Julien également qui Ouais. était là. Le vite comme ça, après ça, tu sais, là, il y a Mathieu Vallée également qui est à l'université.
Écoute, pour vrai, tu as parlé d'Archer Brookman. Archer Brookman était là. Corner Angel était là. William Sierra était là. Ah oui, Euh, oui, oui. fait que c'est tous des gars qui étaient là à ce moment-là. Fait que, c'est le fun. C'est comme, on peut dire, c'est comme un certain privilège des coachés, puis de les voir grandir en tant qu'athlètes, mais aussi qu'en tant d'individu. Puis, des fois, c'est ça faut pas qu'on oublie, c'est qu'un coach, oui, on les coach au niveau baseball, mais des fois, c'est les éduquer au niveau, de juste de l'éthique et de tout. Puis, des fois, c'est ça qui est le fun. Moi, j'adore ça, voir des gars que j'ai côtoyés au sport-études ou que j'ai côtoyés depuis tout jeune. Puis, je m'en vais les voir. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis rendu charpentier menuisier. Oh, je suis rendu, je travaille là. Oh, je m'en vais faire ci. Ah, je travaille à l'Alcan ou je travaille, peu importe. Mais, c'est ça qui est le fun. Puis, des fois, je trouve ça des fois plus valorisant de voir l'individu, son cheminement, des fois que peut-être l'athlète en tant que tel, là. Parce que, c'est des jeunes qu'on côtoie pendant des fois 5 6 7 ans, là. Puis, c'est le fun de voir ça, là. Moi, ce que je me demandais souvent, là, j'entends, en tout cas, dans mon programme maintenant, à l'ATM, on entend souvent la phrase le talent va. La personne travaillante va battre la personne qui a le talent. Puis dans ces situations-là, est-ce que tu as côtoyé des gens qui ont besoin d'avoir une éthique très professionnelle, d'être très cadré? Est-ce que vous le saviez à ce moment-là qu'il y avait certains de ces joueurs-là qui allaient se rendre loin? Ou c'était un peu on tire les dés, on va les amener aux États-Unis, puis on espère qu'ils vont se rendre? Des fois, comment dire ça? C'est sûr que l'éthique rend la chose beaucoup plus facile, là, on ne se le cachera pas, parce que, quelqu'un, des fois, a du talent, il va performer sur le moment, tout de suite, mais il va arriver avec un plateau qui est un petit peu plus rapide aussi. Il va arriver, puis exemple, va lancer, je ne sais pas moi, 86 000 à l'heure, mais il va rester, à ce moment-là, peut-être à 15 ans, 86, c'est énorme, mais il va plafonner à 86 parce qu'il ne mettra pas l'effort justement en arrière de ça. Tandis que le gars, il va avoir commencé, je vais donner un exemple, parfait exemple, mais un Antoine Jean, qui est rendu à Alabama University. Mais lui, quand on l'a eu, il était, si je me souviens bien, il était autour de 75-78. Puis on parle d'un gars qui a travaillé extrêmement fort, puis check où il est rendu présentement. Mais les dernières nouvelles, je pense qu'il en saute autour de 88, là. Fait que c'est tous des cheminements comme ça, c'est ça qui est le fun. Un autre, un Raphaël Pelletier, que à un moment donné, c'est des gars qui sont ultra travaillants. Puis, il y en a plein d'autres, là, mais c'est des gars qui ont toujours travaillé, travaillé, travaillé. Puis, on regarde où ils sont présentement. Puis, c'est ça qui est le fun aussi, là. Mm. Et là, on va transférer avec les voyageurs un petit peu parce que tu as eu une grosse partie de ta carrière qui tourne Ouais. autour des voyageurs. Je pense à toi qui as coaché une Jet 3, qui a coaché avec le sport études. Tantôt, tu disais que c'est grâce un peu à Bob Robert Fatal qui t'avait amené dans le giron. Comment t'es arrivé à être comme la personne qui gère le sport études? Ben, écoutez, je pense qu'on est tous des étudiants durant le moment, là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même toi, Zach, quand tu m'as approché, tu étais étudiant à l'ATM, puis tu en connais plein qui ont travaillé justement, qui étaient étudiants. Je pense que j'étais probablement le seul qui n'était pas étudiant à ce moment-là. Même Kevin Lafrance était étudiant encore. Fait que, Jean-Michel, tous ces gars-là, je pense qu'ils étaient tous étudiants. Fait que je pense qu'avec l'âge que j'avais, la maturité que j'avais, puis aussi le fait que j'étais peut-être disponible à 110%, ben, il a dit, tiens, tu peux prendre les rênes de ce côté-là, mais c'est sûr qu'il était en arrière de moi, peu importe les décisions qu'on prenait, puis les choses comme ça, là. Mais je pense que ça a été un excellent comme travail d'équipe aussi. Moi, je suis du genre à, puis même les personnes peuvent te confirmer encore dans le junior. J'aime ça que tout le monde travaille ensemble. J'aime ça recevoir les idées de tout le monde. J'aime ça aussi que, en bout de ligne, je donne un exemple, mais le linge, c'est pas moi qui le mets, là. C'est les joueurs qui le mettent, des fois, c'est les coachs qui le mettent. Puis, j'aime ça avoir leur opinion, puis je leur demande toujours aussi. Fait que, c'est toutes des choses comme ça que je pense que quand tout le monde travaille ensemble, ça rend la chose beaucoup plus facile, là. Fait que oui, ma transition a été faite, mais a été faite, je pense, avec tout le monde aussi, là. Je pense que tout le monde avait pris un step, et tout le monde était prêt à prendre un petit peu plus de charge de travail, à ce moment-là, là. Et là, bon, le questionnement aussi, que j'en ai comme une couple, là, mais celui-là est vraiment Ouais. assez important, là. Euh, dans le fond, dans l'année que je suis arrivé, ouais, la même année presque, quand tu es devenu directeur général des voyageurs, je suis vraiment curieux de savoir qui t'a approché pour avoir ce poste-là. Et est-ce que tu as eu une facilité à répondre, à accepter le poste ou tu as eu à réfléchir un petit peu?
Écoute, je pense à ce moment-là, c'était Guy Hébert qui était là, puis qui me l'avait demandé. Tu sais, il y a quelque chose aussi qui est quand même, je l'ai quand même accepté facilement. La seule et bonne raison, c'est que moi, je regardais à travers le Québec qui était dans les postes des autres directeurs généraux. Puis je me rendais compte, j'avais beaucoup d'anciens coéquipiers, anciens de joueurs que j'ai joué contre, anciens de coachs qui m'ont coaché, anciens même que des personnes que j'ai travaillé avec, puis même des personnes que je suis allé au championnat canadien avec. Fait que je m'ai rendu compte que je me suis dit, peu importe la situation qui va arriver, si j'ai besoin d'aide, je peux demander à n'importe qui. Puis je sais qu'il y en a qui vont m'aider à ce moment-là. Tu sais, on parle ici, admettons, de formulaire de ci, parce que tu sais, on a une tonne de formulaires des fois à remplir. Mais tu sais, la première année, quand tu te fais lancer ça comme ça, c'est comme bon, comment que je fais? Là, tu appelles un peu les autres, regarde, OK, toi tu fais ça de même, OK. Puis tu sais, en bout de ligne, tu récoltes toute l'information, puis tu prends les meilleures décisions possibles aussi, là. Tu sais, puis je pense que ce qui rend notre force, c'est qu'avec Mike ou avec PA ou avec Gab Côté, avec même Nicolas Doré, c'est qu'on se renseigne quand même partout, là, tu sais, que ce soit à travers le Québec, tu sais, on a un petit peu de contact à travers le Québec. Moi, j'ai eu la chance de jouer justement à Montréal puis un petit peu partout au Québec. Fait qu'on se renseigne beaucoup avant de prendre des décisions, puis on essaie exploiter ça au maximum, bien sûr, là. Puis, il y a eu une transition entre les années de Martin comme coach, Martin Pouliot. Ils ont surtout passé avec une saison qui ont eu 7 victoires, 37 défaites. Donc, ça a été une saison quand même assez difficile pour l'équipe. Et de revenir à la saison suivante, si je me souviens bien, l'équipe a fini even, mais on finit avec Ouais, 20. 500. Ouais, il me semble Puis, 2020 ou c'était celle-là que c'était la saison écourtée, je me souviens pas, là, mais on l'avait ouais, fini, ouais, ou un ou plus 2 gros max. commencé au mois de juillet environ, parce que Ouais. avec la COVID, ça a pris plusieurs semaines. Comment vous avez changé la culture dans l'équipe entre une saison qui a été très, très difficile pour revenir avec une saison, la saison suivante, où on fait un even, on va en série, on se débrouille quand même bien en série pour une équipe qui a eu une grosse saison difficile l'année précédente. Comment la culture a changé, puis quel a été tes défis comme nouveau DG? Ben, je pense que, ça fait partie aussi des entraîneurs et tout. Tu sais, on s'entend qu'avec Michael, avec Gab et toutes les personnes qui étaient en poste, là, que ça soit PA aussi, on l'a rentré aussi Rylan Sandoval qui était venu nous donner un coup de main. Je pense que ça partait des coachs, ça partait de nous autres aussi, que voici qu'est-ce qu'on veut, voici qu'est-ce qu'on exige, puis il faut que les personnes rentrent là-dedans un peu, là. Tu sais, ça soit au niveau de l'éthique, ça soit au niveau du joueur, ainsi de suite. Tu sais, on s'entend que t'as bien beau lancer 85, mais si tu lances partout, ça fait pas. Tu sais, on aimait mieux avoir des gars qui lançaient 78, mais qui lançaient 3 pitches en zone. Puis on l'a comme basé aussi, on s'est dit, bon, si on lance des prises, on pogne la balle, puis encore à ce moment-ci qu'on se parle, on lance des prises, on pogne la balle, c'est sûr qu'on a des games serrés. Là, après ça, c'est juste un effet de, bon, on va en perdre quelques-unes par 1 ou 2 points, mais des fois, ça va tourner notre bord. Puis plus les gars vont vivre l'expérience d'être toujours dans une game serrée, ce que je pense qu'il n'arrivait pas trop avec Martin dans ces années-là, ben, les joueurs, à un moment donné, déconnectaient. Fait que nous, on s'est dit, on va aller chercher des gars aussi, des gamers. Tu sais, je prends un exemple, un Loïc Dupont. Je pense qu'on a été chercher avec le troisième choix overall. Puis, tu sais, on est arrivé, bon, un gars qui rentre comme ça apporte du chien, tu sais, un gars gamer, puis on va essayer de comme rentrer 4 5 gars comme ça qui vont soutenir l'équipe, puis qui vont pousser l'équipe à driver, puis à être meilleur aussi. Puis, tu sais, je pense que c'est toujours ça qu'on s'est dit, moi puis Mike, c'est on attrape la balle, on lance des prises, puis on a des gars gamers, puis on va tout va arriver. Puis, tu sais, voici au courant des dernières années, ça a été notre mojo un peu. Puis, tu sais, en bout de ligne, ça a toujours porté fruit. C'est sûr qu'il y a quelques games, des fois, quand tu joues 6 ou 7 games en une semaine, mais c'est sûr que tes dernières, tu sais, tu vas en perdre là, par 7 8 9 10 points. Puis ça fait partie de la vie pareil, là. Là, ce qui s'en vient le 25 mars prochain, c'est la journée du repêchage de la LBGQ. Puis dans les dernières années, quelque chose qui est le fun de la LBGQ, c'est le draft en live. Donc les gens peuvent assister sur Facebook l'an passé au draft directement. Donc les gens peuvent entendre leur nom être nommés pour une nouvelle équipe. Moi, je veux savoir, Danny, là, comment ça fonctionne quand on est un voyageur et on se prépare à aller à cette journée-là? C'est sûr que beaucoup de travail.
sais, comme la journée en tant que telle, c'est une journée, je te dirais, qui est plutôt le fun parce que, tu sais, là, on a fait tout le travail, tout le recrutement a été fait, fait qu'on arrive avec une liste qui est quand même, parfois peut être assez grande, parfois assez courte, ça dépend des années. Par la suite, c'est tout ce qui est au niveau du voyagement qu'on est allé voir à Trois-Rivières, que ce soit à Québec, que ce soit à Drummondville, va être fait. Tout le recrutement au niveau recrutement d'informations, au niveau des anciens coachs ou des coachs présents a été fait aussi. Puis, tu sais, des fois, ça reste aussi de savoir si nous autres au Saguenay, le jeune va venir au Saguenay. Tu sais, des fois, au courant des dernières années, c'est ça, des fois, qui devient un petit peu plus challengeant, on va dire ça comme ça. Fait que nous, de notre côté, on essaie toujours de regrouper des fois un certain nombre de joueurs qui viennent de la même région, ce qui facilite beaucoup le transport, l'intégration et tout le kit. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est surtout ça la préparation. Quand on est rendu, justement, je pense que cette année, c'est le 28 mars, c'est une journée que on a les listes, on a des toutes. C'est sûr qu'il peut y avoir des échanges ici et là de choix si on désire avoir s'avancer pour aller chercher un joueur qui nous intéresse vraiment. Ou des fois, c'est juste d'être patient puis de regarder qu'est-ce qui s'offre à nous aussi, là, parce que des fois, c'est pas juste nous autres qui vont faire des moves. Des fois, c'est les autres équipes qui vont dire veux-tu mon choix de 3? Moi, je n'ai pas besoin, mon joueur est sorti. Fait que là, dans ce temps-là, je peux en profiter pour essayer de me devancer ou des choses comme ça. Fait que des fois, c'est une journée qui peut être très facile, comme c'est une journée des fois qu'il faut se creuser un petit peu plus les ménages, essayer de trouver des solutions, là. T'as dit un mot assez intéressant parce que ça arrive autant dans la saison au complet que dans cette journée-là, les échanges. Comment ça se passe quand vous décidez que vous échangez quelqu'un et surtout comment vous lui annoncez que cette personne-là va être échangée? Tu sais, c'est sûr que au meilleur des mondes, je pense pas que c'est arrivé tant que ça, là, mais tu sais, au meilleur des mondes, tu sais, on contacte le joueur en question. Tu sais, c'est sûr que si c'est un échange de joueur contre joueur, c'est sûr, nous, de notre côté, on essaie toujours de s'assurer que le joueur vienne. Ça, c'est la première des choses, parce que, tu sais, oui, des fois, on peut aller chercher des joueurs d'un petit peu partout, mais, tu sais, on essaie d'être le plus sûr possible que le joueur vienne au Saguenay. Ça, c'est des fois même, on réussit à parler aux joueurs en question. Des fois, on passe par le coach, puis on peut faire justement des choix conditionnels qui peut dire que, mettons, s'il joue 5 games avec moi, mais je vous donne un choix de 2. S'il en joue 10, mais on monte à un choix de un. Un petit peu qu'est-ce qu'on voit présentement dans la Ligue nationale de hockey. Mais tu sais, c'est toutes des mesures comme ça qu'on peut prendre, puis qu'on peut s'assurer que le joueur en question vienne, puis aussi de nous protéger un peu. Mais tu sais, c'est sûr que c'est jamais facile d'annoncer ça à un joueur, surtout quand le joueur a été là pendant 4 5 ans. C'est sûr que la tâche est un petit peu plus facile quand c'est le joueur qui demande d'être échangé. Ça, on ne se le cachera pas, mais sinon, c'est une tâche qui, quand même, je pense que c'est l'affaire la plus dure que j'ai de ma job, là. Tu sais, d'annoncer à quelqu'un, soit qui ne fait pas une liste de protection, soit qui est échangé. Et là, je vais garder quand même le mot que tu viens d'utiliser, liste de protection qu'on va réutiliser dans quelques minutes. Mais est-ce que tu as vécu. En fait, plus le questionnement, est-ce que quand vous échangez un joueur, est-ce que vous assurez que la transition se fait bien? Est-ce qu'il y a une transition peut-être qui se fait avec une autre équipe? Qu'est-ce qui se passe dans ces temps-là? Ben, c'est sûr que je te dirais qu'à la plupart du temps que le joueur, tu sais, je vous donne un exemple, c'est un Samuel Boudreau qu'on vient d'échanger justement contre des choix, mais c'est sûr que l'organisation de Trois-Rivières le connaissait déjà, puis son frère jouait déjà là. Fait que c'est sûr que l'intégration a été vraiment plus facile. Puis tu sais, souvent, on s'entend que les joueurs, les personnes qui viennent chercher des joueurs de chez nous sont souvent les personnes qui les ont pas protégés quand ils étaient plus jeunes, ou sinon, c'est des connaissances de connaissances aussi. Fait que je te dirais que ce côté-là se fait quand même assez bien. Tu sais, moi, je l'appelle. Après ça, le coach, l'autre côté, et le directeur général de l'autre équipe l'appelle aussi. Puis il y a une transition qui se fait. Après ça, les joueurs le savent, sont au courant, puis tout le kit. Fait que, tu sais, souvent, ça se fait quand même très bien, là. Et là, je pense aussi à un joueur que vous avez acquis un peu avant la fin des transactions l'année passée, en 2022, Laurent Baudry. Comment l'accueil ici au Saguenay se fait? Est-ce qu'il y a peut-être déjà un emploi qui est trouvé? Est-ce que le joueur a déjà des gens qui rentrent en contact avec eux? Comment ça se passe quand un joueur arrive au Saguenay et qui vient, comme dans le cas de Laurent Baudry, qui vient de la rive sud de Montréal? Ben nous, tu sais, de notre côté, on sait que Mike, il l'a catché, excusez, il l'a coaché. Ouais. Ouais, il l'a coaché. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a été plus facile. C'est lui qui a eu le premier contact avec lui, ça, c'est sûr. Mais tu sais, je te dirais que là, présentement, c'est sûr que le jeune en question n'a pas mis les pieds au Saguenay encore.
On ne se le cachera pas, on l'a transigé durant l'hiver. C'est sûr que quand l'intégration arrive, si le jeune en question a besoin d'un appartement, si le joueur en question a besoin d'un job, c'est sûr qu'on fait tout qui est en notre possible pour trouver tout ça. Puis, on essaie de les accommoder le plus facilement possible. Puis, c'est ça, notre job aussi, en gros, souvent, c'est de faire ça, là. C'est s'assurer que le joueur en question ne manque de rien. Puis, qu'il y a aussi de rendre un certain lien de confiance avec le jeune pour qu'il n'hésite pas à nous poser des questions. Parce que, des fois, il y a des jeunes qui nous disent pas tout, puis des choses comme ça. Mais, on essaie de faciliter la tâche. Que ça soit, je leur dis toujours, que ce soit avec moi, que ce soit avec Gabriel Côté, que ce soit avec P.A. Tremblay, que ce soit Nicolas Doré, que ce soit avec Michael Bélanger, sentez-vous à l'aise d'aller voir la personne que vous êtes le plus à l'aise. Puis si vous voulez poser des questions, des choses comme ça, vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et là, tantôt, tu as mentionné le mot liste de protection. Mm. Comment la liste se fait? Parce que je pense à l'an passé où on avait un Vincent Dantine qui avait eu quand même une belle saison avec les. Ben, en fait, l'année précédente de l'an passé, il y avait une belle saison. Et au début de l'année passée, il ne figurait pas nécessairement sur la liste de protection et avait été choisi par les Alouettes de Charlebourg. Comment le choix de cette liste de protection-là fonctionne? C'est sûr qu'avec une liste, là, on s'entend qu'au courant des dernières années, la liste change beaucoup. Des fois, c'est 17, des fois, c'est 20. L'année prochaine, ça va être 19. Fait que des fois, c'est un petit peu de. Je dirais que c'est pas facile de savoir qu'est-ce qui va se passer. Quasiment, des fois, on le sait 5 mois à l'avance. Fait que là, il faut qu'on se tourne de bord, on regarde nos listes. OK, on a fait une liste, admettons, de 20 au début. Mais là, finalement, c'est 17. Fait que là, oh là là, tu sais, il faut qu'on réussisse à transiger du monde, il faut qu'on réussisse à faire de la place à d'autres mondes. Mais je te dirais que c'est sûr que euh, on favorise les gars qui ça fait longtemps qu'ils sont ici, c'est bien sûr. Les gars aussi du Saguenay, tu sais, on s'assure aussi qu'on a un certain nombre de lanceurs X, parce qu'on s'entend que c'est une longue saison, qui est une 43 matchs cette année, si je ne me trompe pas. Fait on a besoin de beaucoup de lanceurs. Fait que c'est sûr, sur la liste, à un moment donné, tu sais, on priorise, tu as posé la question. C'est sûr qu'on va faire les 9 partants. Par la suite, c'est sûr qu'on va aller chercher notre nombre de lanceurs. Puis après ça, on évalue soit au niveau potentiel, au niveau d'utilité, au niveau de tout ça, qui va fitter le plus dans le groupe, puis qui va nous aider le plus, que ce soit le court ou le long terme. Puis après ça, on s'adapte par rapport à ça, là. Mais tu sais, comme je te dirais que cette année, c'est 20. L'année passée, c'était 17. L'année prochaine, c'est 19. Fait que, tu sais, je suis à moins qu'on ait d'autres changements encore, là. Fait qu'on essaie toujours d'être quand même en avance, mais des fois, c'est pas si évident que ça à faire une liste comme ça, là. Tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas protéger tout le monde, malheureusement. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas protéger, admettons, 6 catchers, 6 premiers buts, puis pas de lanceurs. Tu sais, fait qu'on a comme un juste milieu à choisir, puis des fois, c'est d'y aller avec les avantages puis les avantages un petit peu de la situation, là, ouais. Et là, la saison 2023 s'apprête à débuter dans quelques temps. On va avoir le draft, on l'a mentionné plus tôt, là, je pense que c'est le 25 ou le 28 mars qui s'en vient. Est-ce qu'on a des attentes prédéfinies pour des joueurs peut-être qu'on va aller chercher? Je pense à Gabriel Archambault présentement qui a eu sa chirurgie, qui devrait techniquement être avec nous durant la saison 2023. Est-ce qu'on a des gros noms, un peu comme l'an passé? Vous aviez fait quand même un gros échange pour aller chercher Émilien Plouffe. Est-ce qu'on vise peut-être sur des joueurs comme ça ou plus des joueurs plus jeunes pour construire un peu une équipe qui va grandir avec les voyageurs? Mais tu sais, je te dirais qu'au courant des dernières années, on a quand même essayé d'avoir un mix un petit peu des deux parce que oui, on avait encore des 22 ans cette année, mais l'année passée, on avait perdu beaucoup de lanceurs de 22 ans. Fait que, tu sais, il fallait qu'on remplisse un petit peu la banque aussi de jeunes lanceurs. Puis, tu sais, des fois, moi, je dis toujours, les vétérans peuvent enseigner à les très jeunes joueurs aussi comment la ligue fonctionne, comment ça. Fait qu'on essaie d'avoir un petit équilibre des deux. Là, il reste à voir, tu sais, nous autres, on est toujours en attente aussi des ligues dans le fond, de l'ABC, des choses comme ça, les listes. Puis des fois, à ce moment-là, on est encore aussi en attente des fois des décisions de joueurs, que ce soit des décisions s'ils jouent ou ils ne jouent pas, ou des décisions de joueurs qui sont aux États-Unis, est-ce qu'ils reviennent ou ils ne reviennent pas. Fait que justement, encore cette semaine, on est là-dedans. Là. Tu sais, on a essayé de rechercher le plus d'informations qui va nous permettre d'élaborer un petit peu un plan. Là. Tu sais, moi, il m'en manque quelques-uns que j'attends encore leur réponse. Puis par rapport avec ça, c'est comme là, tu l'as nommé Gabriel Archambault, mais tu sais, Gabriel Archambault, ça veut dire que peut-être au début de l'année, il ne pourra pas lancer. Fait que, il va falloir que j'aille chercher un ou deux lanceurs de plus pour venir justement
ajuster un petit peu le tir là, de ce côté-là, là. Et moi, je pense à un joueur qui est originaire de la région, qui est dans un collège américain maintenant. Il a joué dans la saison 2021. On l'a vu à quelques reprises. La saison passée, on ne l'a pas vu, qui est Jean-Benoît Simard-Gagnon. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour ceux qui peut-être ne le savent pas? Parce que dans mon cas, je ne sais pas nécessairement la situation complète, mais qu'est-ce qui a fait que l'an passé, on ne l'a pas vu nécessairement dans les couleurs des voyageurs? Mais dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, il faisait partie de l'Académie baseball du Canada. Puis Ah, c'est aussi simple que ça. On a le même problème avec un joueur. Il est venu avec nous, mais il n'a pas pu lancer. Il était blessé. Mais un Alexis Simard qui est à l'Académie Baseball Canada oui. également. Puis on a encore une coupe. Tu sais, on a des Marc-Alexandre Guérin qui est à Ottawa, Raphaël Ranger qui est en Alberta, je ne me trompe pas. Tu sais, fait qu'on a quand même beaucoup à quelques endroits. Puis c'est, tu sais, tantôt, je l'ai mentionné, c'est le genre de joueurs qu'il faut attendre leur confirmation, c'est quand ils arrivent ou des choses comme ça. Parce que, tu sais, je donne un exemple. Si un joueur dit parfait, moi, je joue aux États-Unis, mais il revient juste le 25 juillet, mais tu sais, moi, j'ai quand même une décision à prendre. Tu sais, je le mets sur la liste, je le mets pas sur la liste, tu sais, parce que je ne l'ai pas pendant 2 mois. Puis après ça, s'il quitte en plus pour aller, à, mettons, un collège américain dans le coin du 15 août, fait que moi, est-ce que je perds une place pour un joueur qui va être là 20 jours? Tu sais, c'est toutes des décisions comme ça. Des fois, c'est pas très évident, là. Puis pour clarifier, là, pour ceux qui ne le savent pas, absolument quand les joueurs jouent avec l'ABC, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas accès à venir jouer dans la LBGQ parce qu'eux jouent déjà leur saison à travers les États-Unis pendant l'été et tout ça, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être présents. Mhm. Donc, est-ce qu'on sait un peu où est-ce que Jean-Benoît se situe cette saison ou est-ce qu'on n'a pas encore la réponse Ben de là, son comme côté? là, nous autres, la dernière fois qu'on a parlé avec, il devrait être avec nous autres tout l'été de ce côté-là. Tu sais, là, il reste juste à décider. Et tout dépend de comment que sa fin de saison là-bas aux États-Unis va finir. Parce que, tu sais, on s'entend que moi, pour avoir passé par là aussi, des fois, les saisons peuvent finir le 8 mai, mais comme qu'il peut finir le 8 juin, tout dépendant c'est où qui se rendent dans le Regional, Super Regional, puis peut-être le World Series de ce côté-là, là. Fait que, tu sais, des fois, on, on espère qu'ils reviennent tôt, mais de l'autre côté, on espère pour le jeune qui se rende le plus loin possible, parce que c'est une expérience qui est quand même incroyable à vivre, là, tu sais, pour l'avoir vécu. Des fois, tu arrives là-bas, puis il y a 2000 personnes dans les estrades, puis il y a des guns, il y a des scouts, puis c'est quand même des événements qui sont vraiment tripants, là. Et qu'est-ce C'était-tu un scoop à nous faire pour la saison 2023 des voyageurs, quelque chose qu'on peut s'attendre à un joueur que vous avez vu évoluer de l'été passé à présentement, là, parce que les camps d'entraînement, naturellement, doivent être commencés. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit scoop d'un joueur qui a vraiment augmenté là, dans la dernière demi-année? Dans la demi-année, c'est sûr que c'est pas évident à dire sans vendre trop on va dire de secrets de ce côté-là. Mais tu sais, c'est sûr que je pense qu'on va avoir quelques belles surprises, peut-être de certains de nos joueurs de la région qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Fait que j'ai très, très hâte de voir, là. Tu sais, tantôt, je n'ai mentionné quelques-uns qui vont revenir justement d'un petit peu de l'extérieur. Fait que on a très, très hâte de voir ces joueurs-là, justement, qui viennent de la région, qui ont effectué un cheminement particulier en allant exactement, tu sais, comme que j'ai mentionné, que ce soit à l'ABC, que ce soit à Ottawa, que ce soit en Alberta. Fait que je vous dirais que j'ai très hâte de voir ces joueurs-là dans l'uniforme des voyageurs. Dernière question, puis je te laisse y aller après parce Ouais. qu'on est rendu après un certain temps. Si je te donnais la chance de pouvoir affronter n'importe quel frappeur, parce que toi, tu es un lanceur gaucher, si tu as la chance d'affronter n'importe quel frappeur, que le joueur soit décédé, le joueur soit vivant encore, le joueur joue encore, le gars soit retraité, ou que ce soit même juste un joueur que tu as vu dans la LBGQ, puis tu t'es dit, mais ça, j'aimerais bien ça peut-être l'affronter, qui peut jouer présentement, tu choisirais qui? Oh, c'est quand même une bonne question, ça. Écoute, pour... j'aurais pas le choix d'y aller juste parce que pour ceux qui ont lu le livre ou qui ont vu la confrontation, j'aurais pas le choix de dire Barry Bonds, je pense. La fameuse confrontation entre Eric Gagné et Barry Bonds, on s'entend que ça a été quand même un moment historique. Fait que je te dirais que je prendrais Barry Bonds. Ah, bon choix, bon choix. Je suis d'accord avec toi parce que pour avoir lu la biographie d'Éric Gagné au secondaire et avoir écouté le segment qui se sont affrontés, là, c'est quand même assez impressionnant comme,
comme affrontement. Donc, je suis d'accord avec toi que Barry Bonds, ça serait quand même assez intéressant. Puis, scoop comme ça, on va essayer de voir si je suis capable d'avoir Eric Gagné au podcast. Ça serait quand même très cool de vraiment l'avoir et de pouvoir lui parler là, de ce moment-là qui est assez magique, là, puis qui est resté dans les annales du baseball, malgré tous les scandales qui est arrivé par après, tant avec Barry Bonds qu'avec Eric Gagné. Ben, hey, merci, Danny, d'être venu avec nous aujourd'hui. Danny Coulombe-Lévesque, j'ai réussi à dire ton nom au complet, DG des Voyageurs de Jonquière, pour les gens qui voudraient le voir ou qui voudraient voir les Voyageurs de Jonquière jouer. C'est au stade Richard Desmeules ou dans n'importe quel stade de la Ligue de baseball junior élite du Québec à travers le Québec. On aura peut-être la chance de se voir cette année, qui sait. Sinon, vous allez avoir la chance de les suivre sur la LBGEQ. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, les gens qui ne m'ont pas connu encore, aimez, partagez, abonnez-vous à toutes les chaînes Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. On va en rencontrer encore plusieurs. Et on va sûrement avoir la chance de revoir Danny dans les prochaines semaines et mois pour parler un peu là, de l'évolution des voyageurs cette saison en 2023. On se revoit prochainement pour un autre épisode du Monticule.